Madame, monsieur, bienvenue. Il est 20h15. Voici vos infos du soir. Des pluies diluviennes continuent à s'abattre sur Casablanca et le Royaume. Nous consacrons une page spéciale à ces précipitations au début de cette édition. Et Karima Laouni, notre Miss Météo, nous dira à quoi il faut s'attendre ces prochains jours. Nous reviendrons sur les caractéristiques du vaccin anti-Covid-19 pour savoir qui pourra se faire traiter. Nous serons en duplex de Corée du Sud avec Samir Mashhour, senior vice-président de Samsung Biologics. Dans la deuxième partie de votre édition, nous poserons la question de la pertinence des examens dans le primaire et le secondaire à la psychiatre Hajar Mehdi après l'annonce de leur report par le ministère de tutelle. Et nous naviguerons au gré de l'actualité des réseaux sociaux avec Rita Saha qui nous dira tout sur les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp et bien plus encore. Ce matin, une habitation menaçant en ruine s'est effondrée dans le quartier casablancais de Darb Moulay Sherif à Hay Mohammadi. 2 personnes ont été secourues et d'éventuels occupants des lieux étaient toujours recherchés ce soir, conséquence des violentes précipitations qui se sont abattues sur la capitale économique. Ainsi, en 24 heures, il est tombé l'équivalent de 4 jours de pluie. Rizlan Taibi et Atman Mawadea. L'édifice de 2 étages s'est affaissé d'un seul coup ce matin. Occupé illégalement, il a été évacué juste avant son écroulement. 2 personnes ont été secourues. Les recherches se poursuivent dans ce quartier de Hay Mohammadi pour trouver d'éventuelles victimes sous les décombres. Toutes les maisons du quartier sont délabrées. L'eau s'insinue par les crevasses de la toiture et des murs. C'est insoutenable. Nous avons tous peur ici. Toutes les habitations sont extrêmement fragiles. Elles risquent de s'effondrer à tout moment. 3 jours de pluie ont transformé de nombreux quartiers de Casablanca en un chapelet de lagunes. Maisons inondées, tunnels bloqués, véhicules submergés, routes coupées. Les Casablancais ne décolèrent pas et pointent du doigt l'opérateur d'assainissement. Nous sommes en train de réaliser une galerie de stockage d'une capacité de 14 000 m3. Elle emmagasine les eaux pluviales dans le quartier Sdri. Ce réservoir d'eau d'un coût de 182 millions de dirhams ne sera opérationnel que dans 2 mois. En attendant, les habitants de ce quartier se débrouillent comme ils peuvent pour refluer l'eau de leur maison. Et sachez qu'une autre habitation s'est écroulée à proximité et que les impacts des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale économique étaient au cœur d'une réunion d'urgence qui s'est tenue aujourd'hui au siège de la Wilaya de la région Casablanca-Stat. À cette occasion ont été évoqués les projets réalisés et à venir dans le cadre du contrat de la gestion déléguée signé entre la commune de Casablanca et l'IDEC. Dans une ville comme Fès, il pleut depuis quasiment une semaine, la capitale spirituelle où nous retrouvons notre correspondante Sarah Jabri. Bonsoir Sarah, comment ça se passe chez vous ? Alors bonsoir Wadi, la vague de froid s'est installée sur la région de Fès-Meknès. Ce fut une semaine pluvieuse marquée par de fortes précipitations et des chutes de neige plus ou moins importantes. Des chutes de neige qui ont concerné principalement les provinces de Sforo, Ifrane, Boulmen et Taza. La province de Taza d'ailleurs où 3 tronçons routiers sont actuellement inaccessibles. Il s'agit de la route nationale numéro 8 reliant Fès et Taounet, précisément à Oulad Jellal, puis la route régionale numéro 508 entre Tissa et Ras Loued et la route provinciale 5409 reliant Ouadamli à Bni Frassen, celle-ci coupée à cause d'un glissement de terrain. D'ailleurs, les autorités sont à pied d'œuvre actuellement pour rendre accessibles ces routes. Et ailleurs, à travers la région, les délégations du ministère de l'Équipement et du Transport sont aux aguets. Ils mobilisent tous les moyens humains et logistiques pour intervenir dans le cas où des averses ou des chutes de neige perturberaient le trafic routier. D'ailleurs, à partir de demain, Wadir, jusqu'à lundi, des chutes de neige importantes sont prévues à plus de 1400 mètres d'altitude de vigilance orange au niveau des provinces comme Ifrane, Taza et Sfro. Donc la vigilance est de rigueur pour les usagers de la route. Et d'ailleurs, Wadir, si tu passes par Sfro, fais très attention. Et notamment du côté de Behalil, je ferai très attention. Merci pour le conseil, Sarah Jabri, ainsi qu'à Aladdin Lahmini et Amal Louazani qui ont assuré ce duplex. Karima Laouni, notre spécialiste météo, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Karima. Bonsoir Wadir. Et qu'est-ce que vous avez à nous annoncer pour les prochains jours, en plus de la pluie, de la neige ?
Alors effectivement, on va dire il s'agit d'une vraie offensive hivernale. Il faut savoir que depuis 72 heures, nous sommes fortement impactés par une violente dépression centrée sur l'Espagne. On parle d'une tempête de neige avec un record national de froid. Cette dépression est en train de pivoter des courants froids et instables sur une bonne moitié nord de notre territoire, avec cette fois-ci un épisode neigeux à la clé, ce qui explique un appel à la prudence de niveau orange pour bonne chute de neige, entre 20 et 30 cm de précipitations en seulement 24 heures et qui vont dépasser ponctuellement et localement les 1400 mètres, notamment à Bnimlel, Bnimlel, Chefchaouen ainsi que Ouarzazate. À noter pour clore que l'épisode neigeux va s'accompagner certainement par des phénomènes glissants par endroits, des températures fraîches, surtout un ressenti glacial souvent supérieur à la valeur relevée et des valeurs qui seront parfois en dessous des normales de saison. Et sachez qu'une normale de saison, ce qui est très intéressant, doit s'étaler sur une période de 30 ans. Donc c'est très légitime de penser et de trouver que la situation climatique va être un tout petit peu piquante dans les prochaines 48 heures. Et il va falloir se couvrir. Merci beaucoup. Merci Karima à vous et au passage, Laoui. le nouveau plateau, je le trouve magnifiquement beau. Et vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Merci Je vous propose maintenant de prendre la température de la situation épidémiologique dans le pays avec les dernières données du ministère de la Santé. Au cours de ces dernières 24 heures, vous allez le voir, 1543 cas de coronavirus ont été recensés. Dans le même temps, 1503 personnes s'en sont sorties. Et en revanche, 40 patients ont malheureusement succombé à la maladie. Et dans la perspective du coup d'envoi de la campagne de vaccination, 2 vaccins sont désormais autorisés au Maroc. Vous le savez, celui de Sinopharm et dernièrement, depuis cette semaine, celui d'AstraZeneca. 2 traitements qui ne seront administrés qu'à un public bien particulier. Voici les détails avec Oussama Al-Bakkali. Lors de la campagne nationale de vaccination au Maroc, ce sont les personnes n'ayant jamais contracté le Covid-19 qui recevront le vaccin en priorité. Mais la question se pose concernant ceux qui sont guéris de cette maladie, peuvent-ils être vaccinés ? Il est préférable que ces personnes soient entièrement guéries avant qu'elles ne soient vaccinées. La communauté scientifique préconise même de ne recevoir le vaccin que 3 mois après avoir contracté le coronavirus. À partir du moment qu'une personne est guérie du coronavirus, celle-ci développe des anticorps et ainsi une immunité naturelle au Covid-19. Mais cette protection n'est pas infaillible, d'où la nécessité du vaccin qui y rajoute une immunité adaptative. Les patients nous demandent souvent s'il faut se faire vacciner quand on possède les anticorps et notre réponse est toujours oui, car même après les avoir développés, le système immunitaire a besoin d'être renforcé par le vaccin. Après le personnel médical et sécuritaire en premier front, et les personnes à risque, ce sont les 420 000 personnes entièrement rétablies du coronavirus qui devraient suivre lors de cette campagne de vaccination. Et direction maintenant la Corée du Sud pour retrouver Samir Mashhour. Bonsoir, vous êtes senior vice-président et membre du comité exécutif de Samsung Biologics, le géant coréen de la biotechnologie. Et vous suivez par ailleurs de très près le dossier marocain de l'accès au vaccin. Alors parlons justement de ce fameux vaccin d'AstraZeneca. La première commande de 2 millions de doses que doit se procurer le Royaume va être expédiée d'Inde. Où en est-on sur le plan de la production et de la logistique ? Alors, bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, il faut comprendre que sur la partie logistique, c'est pas simple et puis c'est pas évident parce que c'est des fabrications qui ont été, dont on a fait ce qu'on appelle un scale-up depuis un certain moment. Alors, sur la partie logistique, nous devions attendre que l'Inde donne son approbation emergency use pour le vaccin d'AstraZeneca, qui est fabriqué d'ailleurs en Inde. Et puis je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe, cette partie de logistique à travers le monde. AstraZeneca s'est engagé à fabriquer 2 milliards de doses pour cette année, pour l'année 2021, dont 1 milliard est fabriqué par S2I, qui est une société indienne, qui est l'une des premières sociétés de fabrication de vaccins sur la planète. Donc le Maroc va s'approvisionner de chez S2I les 25,5 millions de doses que l'on a commandées. Alors l'avantage, Samir Mashhour, de ce vaccin, au-delà de son efficacité, ce sont ses conditions de conservation. En quoi est-ce que cela peut faciliter le processus de vaccination ? Alors, effectivement, si on compare le vaccin d'AstraZeneca ou le vaccin de Sinopharm d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes conditions de stockage.
Si on les compare avec le vaccin de Pfizer ou le vaccin de Moderna, c'est des vaccins qui sont qui ont une plateforme technologique avec laquelle on était très familier, notamment l'inactivé ou l'adénovirus pour l'AstraZeneca. Et ça permet, donc c'est des vaccins qu'on appelle qui ne sont pas, entre parenthèses, durs à conserver. Et donc ça va nous permettre de faire bouger le vaccin ou de le conserver entre 2 et 8 degrés. Celsius, et donc ça va nous permettre, ce sont les conditions de température d'un frigidaire normal, entre 2 et 8 degrés, de pouvoir vacciner tout le monde partout et ne pas être dans les conditions à laquelle on devrait avoir des équipements ou des frigidaires qui puissent une chaîne de froid entre moins 80 degrés ou même moins 30 degrés, c'est pas possible au niveau national. Merci beaucoup Samir Machhour, merci d'autant plus qu'il est chez vous en Corée du Sud, 4h25 du matin. Je rappelle que vous êtes senior vice-président et membre du comité exécutif de Samsung Biologics. La vaccination contre le Covid-19 doit débuter en milieu de semaine prochaine en Inde. Le pays aura aussi recours au traitement d'AstraZeneca. Vous l'avez entendu, avant cela, l'heure est aux ultimes réglages. Comme vous allez le voir dans ce tour du monde dans 80 secondes, piloté par Jazi Al-Hammari. Cette Indienne s'apprête à recevoir sa première dose de vaccin contre le Covid-19. Du moins, lors de cette simulation, à New Delhi comme un peu partout à travers le pays, c'est une répétition générale qui a été lancée afin de mieux préparer cette campagne. Une campagne qui vise 300 millions de personnes en Inde. À Bruxelles, c'est un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech qui a été conclu. L'Union européenne double ainsi la quantité déjà commandée, sachant que 2 vaccins sont actuellement autorisés, de quoi assurer la vaccination de 380 millions d'Européens, soit plus de 80% de la population. Outre-Atlantique, Donald Trump a choisi de changer de ton. Même s'il n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden, le président sortant promet une transition de pouvoir sans accroc. Une annonce qui intervient après la violence déployée par ses partisans mercredi soir au Capitole. Des actes qu'il a également condamnés en appelant au calme. En visite dans la capitale algérienne, le sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord a souligné hier que les négociations dans le dossier du Sahara marocain doivent se dérouler dans le cadre du plan d'autonomie proposé par le Royaume. David Schenker qui a aussi réitéré la conviction des États-Unis que l'issue à ce différend passe par des négociations politiques. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end, ne zappez pas. Dans un instant, vous ferez connaissance avec Fatiha Aboudrar Moulat El-Hout, comme elle se fait appeler, et douée d'un esprit d'entreprise hors norme qui lui a permis de faire fructifier sa petite affaire en pleine crise. Puis nous retrouverons Moulat El-Web avec sa chronique geek. Rita Saha nous parlera notamment de l'envolée du Bitcoin. Et dans la page culture de cette édition, nous parlerons de littérature à travers le premier livre de la journaliste Nesrin Slaoui qui nous attend à Paris. Et il sera aussi question de cinéma en présence de Brice Bexter El Glaoui, le comédien qui monte sur les marches du 7e art marocain et international. Mais avant cela, soulevons la question de la pertinence des examens dans le système scolaire marocain. Il y a quelques jours, dans le sillage du report des examens de fin de cycle primaire et du collège, le ministre de tutelle a évoqué lors d'une réunion publique la perspective d'une réforme du système d'évaluation des élèves marocains. Écoutez, Saïd Hamzazi en parle juste après. كايناش البروفي اللي احنا باقي عندنا احنا 3 ديال الامتحانات الاشهاديه في 6 ابتدائي في الثالثه اعدادي وفي البكالوريا دابا البروفي ما بقاش والسيزيام ما بقاش. Et pour évoquer ce sujet, nous accueillons sur ce plateau Dr Hajar Mehdi. Bonsoir, vous êtes psychiatre et pédopsychiatre, et ça c'est important. Et je voulais avoir votre avis de spécialiste, votre point de vue concernant l'impact que pourrait avoir la suppression des examens sur l'apprentissage des enfants. Est-ce que finalement ce serait une bonne chose ? Dans l'absolu, ce serait effectivement une bonne chose parce qu'il faut au moins connaître l'impact de la présence des examens. Le progrès académique est affecté par le stress scolaire en lui-même, mais également par la pression que se mettent les enfants envers eux-mêmes et la
pression qu'ils ressentent à travers leurs enseignants, leurs éducateurs et leurs parents sur des attentes élevées des notes lors de ces examens qui sont vraiment des moments phares de leur scolarité. Et des moments stressants. Il faut malgré tout, docteur, évaluer le niveau des connaissances des élèves. Quelle serait alors, selon vous, la meilleure alternative pour s'assurer que les enseignements ont été bien assimilés? Ce serait plutôt à travers des contrôles continus pour une évaluation continue, car il a été démontré qu'un niveau de stress intermédiaire permet une amélioration des capacités cognitives de l'enfant et de l'adolescent, ce qui permettra d'ailleurs de meilleurs résultats académiques pour qu'il n'y ait pas non plus peu de stress qui ne motive absolument pas, ni trop de stress qui bloque complètement les compétences et les apprentissages. On comprend effectivement, tout l'enjeu c'est de trouver le bon équilibre. Merci beaucoup, docteur Hajar Mehdi, pédopsychiatre et psychiatre. À présent, le chiffre du jour, 10,2 milliards de dirhams. C'est le montant des investissements approuvés par la région Bni Mellal Khnifra en une année à travers son CRI. Et le Centre régional d'investissement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ce que va nous dire son directeur général que l'on retrouve tout de suite. Mohamed Amin Bqali, bonsoir. Alors dites-nous quels sont les moyens que vous allez mobiliser cette année pour soutenir de nouveaux projets dans le cadre du Fonds régional d'appui à l'investissement au sein de l'agropole de Bni Mellal Khnifra. Bonsoir Wadi, merci pour l'invitation. D'abord, je tiens à souligner que le Fonds d'appui à l'agropole concerne la subvention à l'acquisition du foncier. Donc 50% du foncier est financé par ce fonds-là, qui a été mis en place par le Conseil régional et dont la gestion a été confiée au Centre régional d'investissement en vertu de la loi 47-18, qui porte réforme au Centre régional d'investissement et qui crée les commissions régionales unifiées d'investissement régionales. Donc ce fonds a été déployé en 2017, mais la première subvention a été débloquée le 17 décembre 2020. Et du coup, un engouement s'est déclenché de suite chez les investisseurs. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs dizaines de réservations qui sont en cours. Pour les autres mesures d'accompagnement que nous allons mettre en place, vous savez que la région regorge de potentialités, et notamment agricoles, puisque nous avons dans la région plus de 200 000 hectares qui sont irrigués, donc une production agricole très importante, mais malheureusement très peu valorisée. Au niveau du ministère de l'Industrie, une war room a été mise en place et une banque de projets aussi, pour inciter les investisseurs à investir dans un certain nombre de domaines. Aujourd'hui, nous allons encourager la recherche et le développement à travers un nouveau processus qui est assez innovateur, disons, dans la région et au niveau national. C'est la mise en place d'un incubateur de start-up agro-industriel en collaboration avec une fondation de recherche et développement reconnue au niveau national et international, et bien entendu en collaboration avec notre premier partenaire qui est le Conseil régional au niveau de l'agropole. Merci beaucoup, merci. Et on comprend effectivement à quel point c'est important effectivement de favoriser l'entrepreneuriat, ces projets-là. Et quand on parle de start-up, on parle aussi d'agriculture. Merci Mohamed Amin Bqali, directeur général du CRI Bni Mellal Khnifra. Eh bien, entrepreneuriat, toujours avec cette belle histoire, celle de Fatiha Boudrar. En pleine crise du coronavirus, la mère de famille décide de se lancer dans la vente à domicile de produits de la mer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les clients ont mordu à l'hameçon. Le succès est tel que désormais elle emploie une dizaine de personnes. Son parcours retracé par nos confrères de 2M, Sana Talab et Yassine Houasni. بدات كورونا بديت البروجي ديالي في الاول كنت محدوده كنت بين صحاباتي وكنت سيغ واتساب ابخي كريت ان كونت في انستغرام اللي الحمد لله تلونسيت فيه وعرفوني الناس فيه وهذا بالمساعده نتاع وليداتي هما اللي وراوني الانستغرام وراوني بزاف د الحوايج لانه انا كماما ما عنديش درايه على الانستغرام كيفاش كيمشي مع الكونفينمون مي السلعه ما تقطعش السلعه الحمد لله في بلادنا ديما الخير موجود وسهلنا على الناس ما يخرجوش من ديورهم حنا مع الدوله اي حاجه كتفتيها فكنديروها وكنا من بين الناس اللي ساهموا في التوصيل حتى للبيت. فاتحة امرأة نشيطة ما تنشوفوش بحالها قليل ومعقولة وحتى الأثمنة عندهم مناسبة دائما تنتغدى عندهم هنا مباشرة أنا ومرأة بشوشة. حتى حاجة ما صعيبة يبداو ويتوكلوا على الله.
Cette info éco New Tech maintenant. Fitbit, le géant américain des équipements de mesure de performance physique, est sur le point d'être acheté par Google après l'accord sous conditions accordé par la Commission européenne. Montant de la transaction, plus de 2 milliards de dollars. Certains paieraient très cher pour avoir la chronique geek de Rita Saha dans leur édition. Nous, on a de la chance, c'est tous les vendredis et c'est gratuit. Bonsoir Rita. Bonsoir Wadia. Et vous commencez avec le ras-de-bol des Casablancais face au raz-de-marée de ces derniers jours. Oui, tout à fait, Wadia. Alors, les Marocains étaient très en colère et ils l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux en publiant des images et vidéos montrant les conséquences de ces intempéries. Entre autres à Casablanca, qui a pris des airs de Venise, mais sans gondole. Et si la situation a suscité une vague d'inquiétude, elle a également alimenté l'imagination de nos concitoyens. Regardez d'ailleurs ce que je vous ai déniché sur la toile. Entre ce monsieur mi-gardien de parking et mi-maître nageur, cette scène culte du Titanic ou Jack Diarose, ces garçons qui surfent avec un matelas gonflable devant le café de l'Oued ou encore les nombreux commentaires proposant notamment de changer le nom du boulevard Zarqtoni en boulevard Gharqtoni. Je vous ai également fait une petite compile des vidéos les plus drôles filmées cette semaine ou ressorties pour l'occasion. On regarde. La petite Cyrine. Oh Cyrine, Cyrine, écoutez la petite Cyrine. Je ne sais pas si la petite Cyrine l'utilise, mais il y a du changement sur WhatsApp. Tout à fait. Alors, si vous avez WhatsApp et bien sûr votre téléphone, vous serez peut-être contraint d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation. Des conditions qui incluent le partage de vos données avec Facebook, car comme vous le savez, WhatsApp appartient bel et bien au réseau social américain. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus accéder à votre compte WhatsApp à partir du 8 février. Mais Facebook n'a qu'à bien se tenir, car en termes de protection de données, le réseau est dans le viseur de nombreuses institutions. Le groupe avait été condamné en 2017 à une amende de 110 millions d'euros pour avoir fourni de fausses informations à la Commission européenne. Ironie du sort pour Facebook qui prône la lutte contre les fake news. D'ailleurs, en parlant de ça hier, Facebook, Twitter et YouTube avaient bloqué les comptes du président américain Donald Trump. C'est ce qu'on appelle le revers de la médaille. Et puis maintenant, l'envolée lyrique d'une monnaie électronique. Oui, alors on ne peut pas le toucher ni le voir, mais il vaut de l'or. Le Bitcoin est en train de s'envoler littéralement pour atteindre des montants faramineux. Hier, le cours de cette crypto-monnaie, qui peut être échangée contre de l'argent, dépassait les 40 000 $, le montant le plus élevé depuis sa création en 2009. Mais certains restent prudents car ils craignent une chute vertigineuse du Bitcoin. Investir ou ne pas investir, telle est la question. Et en parlant de ça, hier, Elon Musk est devenu l'homme le plus riche du monde grâce à l'engouement des investissements sur Tesla cette fois-ci. Le Sud-Africain, dont la fortune est estimée à 188 milliards de dollars, est notamment célèbre pour son projet SpaceX qui consiste en la création d'une ville sur Mars sous cloche au cas où la vie sur Terre deviendrait trop compliquée. Donc Wadia, je vous invite peut-être à aller sur Mars d'ici quelques années. On ira ensemble. Un autre record, mais cette fois pour Cristiano Ronaldo. Et oui, Wadia, le joueur de foot portugais vient de battre un nouveau record. Rien à voir avec le ballon rond cette fois-ci, mais c'est sur les réseaux sociaux que l'attaquant de la Juventus de Turin a brillé en devenant la première personne de l'histoire à dépasser les 250 millions d'abonnés sur Instagram. Et ceci devant son rival de toujours, Lionel Messi, qui compte 175 millions de fans sur Instagram. Très actif sur le réseau social, les followers de Cristiano le lui rendent bien. Il les a remerciés sur une publication que vous allez voir juste derrière moi. Il se classe donc sur la première place du podium, juste devant la chanteuse Ariana Grande qui cumule 214 millions de followers et l'acteur Dwayne Jones avec 210 millions d'abonnés. Vous voyez le classement juste ici. Voilà, juste au pied du podium, il y a vous. Merci beaucoup Rita Saha et à la semaine prochaine. Nous allons retrouver tout de suite une autre adepte des réseaux sociaux très active, notamment sur Twitter. J'ai nommé Nesrine Slewi, journaliste franco-marocaine de 26 ans, née à Fès et qui vient de commettre son premier ouvrage. Illégitime, c'est son titre, vient de sortir cette semaine en France. L'auteur y parle de son parcours, de ses origines, de sa famille et de la crise du Covid. D'ailleurs, c'est à l'occasion d'un retour dans sa ville vauclusienne d'Apt pendant le confinement dans l'Hexagone qu'elle a pris la plume. Nesrine Slewi, que l'on retrouve en duplex de Paris. Bonsoir Nesrine. Bonsoir. Une première question sur le titre illégitime. Pourquoi l'avoir mis au pluriel?
pour que d'autres personnes puissent se reconnaître, parce que j'ai conscience que c'est pas ma seule histoire à moi à travers l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de plein de familles issues de l'immigration en France. Alors vous avez décidé de retourner vivre chez vos parents pendant le confinement et c'est à ce moment-là que ça vous a pris l'envie d'écrire. C'était pour vous concentrer ou par facilité? Non, au contraire, c'était par colère. C'était par colère qu'on ne raconte pas un peu comment la France des petites villes, la France un peu exclue, vit le confinement. On avait beaucoup de journalistes qui racontaient le confinement à Paris. Et je voulais raconter justement le confinement dans une petite ville de campagne de 10 000 habitants où des gens continuent de travailler. En fait, ils ne pouvaient pas télétravailler. Parlons de vos origines marocaines, Nesseline, de votre condition sociale. Vous les portez à bout de bras pendant tout le livre. Parfois c'est un fardeau, d'autres moments c'est un cadeau. Comment on trouve son équilibre entre les deux extrêmes? Je le cherche encore, donc j'ai pas encore vraiment la réponse. Mais en tout cas, je suis très fière d'être marocaine et je suis très fière d'être issue d'un milieu populaire. C'est juste qu'en face, des fois, on me le renvoie à la figure encore parce qu'il y a encore du racisme en France et il y a encore du sexisme et il y a encore plein de discriminations. Mais moi, en tout cas, j'essaie de le porter comme une fierté et je le ferai le plus longtemps possible. C'est une dernière question. On apprend au début du livre que votre papa, qu'on salue d'ailleurs, ne croit que les médias marocains. Ce n'est pas un peu frustrant quand on est journaliste dans des médias français? Il ne regarde que les médias marocains. Il regarde sûrement Deuxième là au passage. Donc alors, il doit être très fier de voir sa petite fille à l'antenne d'ailleurs. Et il a bien raison. Merci beaucoup Nesseline Slaoui, auteur de Illégitime. C'est chez Fayard et ça vient de sortir cette semaine. Je vous conseille vivement de le lire. Cinéma à présent avec un film qui sort aujourd'hui, son titre Redemption Day, un film réalisé par le Marocain Hicham Hadji et tourné essentiellement dans le Royaume. Et l'un des principaux acteurs de cette super production est avec nous, Brice Baxter El Glaoui, bienvenue dans Infosoir Weekend. Merci, bonsoir. À 30 ans à peine, vous jouez un agent du Bureau central d'investigation judiciaire, le BCIJ, dans une histoire de prise d'otage qui se déroule à la frontière avec l'Algérie. Vous nous faites le pitch rapidement? Oui, c'est ça en fait. C'est un ancien agent Marines américain qui revient au Maroc pour récupérer sa femme qui a été kidnappée à la frontière maroco-algérienne par un groupe terroriste. Alors c'est un film marocain mais avec énormément de stars. D'abord il y a vous, oui, il y a aussi Gary Dourdan, si je prononce bien, oui, celui qu'on a vu dans Les Experts qui occupe le premier rôle, Andy Garcia quand même du Parrain 3, oui, Robert Depper de Prison Break ou encore l'acteur franco-algérien, Sami Nasseri. Comment on arrive à trouver sa place sur le plateau au milieu de tous ces monstres? C'est difficile, ça fait très peur au début. Je ne vais pas vous mentir qu'au début, vous stressez, mais après, progressivement, c'est tous des gens avec une grande expérience et c'était tous des gens, et je ne dis pas pour leur faire plaisir, avec vraiment un grand cœur et beaucoup d'accessibilité, donc ils m'ont très rapidement mis à l'aise. Au début, il y a un peu de stress, mais après, on est rodé, on s'y lance. Alors parlons un peu de vous. Vous êtes né à Lausanne, en Suisse, d'une mère franco-marocaine, d'un père anglais et tchèque, et pourtant on vous sent avant tout marocain. Vous le revendiquez en permanence dans les interviews que l'on voit ou même sur certaines photos. Oui, écoutez, parce que j'ai grandi ici, même si je suis le fruit d'un brassage multiculturel, à la fin je reste marocain dans l'âme. J'ai grandi ici, c'est ça ma culture, même dans mon jeu quotidiennement, quand je dois rentrer dans des abîmes et penser à différents substituts, c'est le Maroc que j'ai vu grandir, donc j'utilise beaucoup le Maroc dans ma vie et dans mes émotions personnelles, donc c'est très important. Et justement, vous avez été notamment élevé par votre grand-père, l'immense artiste Hassan El Glaoui. C'est pour lui que vous avez gardé ce nom? Oui, exactement. C'est pour lui, vraiment. C'est vraiment pour lui parce que il m'a élevé et j'ai des parents qui sont présents mais qui ne pouvaient pas m'élever à la période où je devais être élevé et il a fait ça et c'est tout ce parcours. Donc c'est réunir tout ce que vous venez de dire et donc c'est pour ça que je veux porter ce nom pour lui. C'est pour mon grand-père. Vous avez été consacré Arab Star of Tomorrow par le magazine Screen International. Quand on reçoit une telle distinction, on se dit que c'est bon, l'avenir est assuré? Non, pas du tout. On ne se dit pas ça, mais on est très flatté. Je ne savais même pas. Quand on m'a dit ça, c'est quelque chose, je ne savais pas comment le prendre. Mais on se dit que les choses se concrétisent un peu plus. Les choses pourraient peut-être être éventuellement plus possibles et c'est toujours une très belle consécration. Dernière question, Brice Baxter El Glaoui. Le cinéma, vous l'avez découvert au lycée Descartes, oui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? C'est une passion, une profession ou une médication, voire une méditation? Je crois que c'est un peu des trois. C'est une méditation et vous avez trouvé les bons mots. Méditation, c'est aussi une passion et une profession. Oui, c'est exactement ça. C'est un mélange de trois. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Oui. Merci d'être venu sur le canapé. On avait une psychiatre tout à l'heure. Ça tombe bien, c'est raccord. Brice Baxter El Glaoui, je rappelle que vous êtes à l'affiche de Redemption Day et que vous tournez en ce moment un film qui s'appelle Atoman. Avec une actrice qui s'appelle Sarah Perles. Ça tombe bien, on l'aura demain. Merci beaucoup et à vous, très bientôt. Bonne soirée. Il me reste à vous rappeler les principales informations de ce vendredi 8 janvier. Les conséquences
Des intempéries à Casablanca, une demeure menaçant ruine s'est effondrée. À Hay Mohammadi, les secours recherchaient ce soir d'éventuels occupants sous les décombres. Le vaccin d'AstraZeneca ne devrait plus tarder à arriver au Maroc. Ce ne serait plus qu'une question de jours, comme nous l'a laissé entendre Samir Mechrour, qui suit de très près le dossier. La suppression des examens, un bon point pour l'apprentissage à l'école. C'est ce que nous a dit la pédopsychiatre Hajar Mehdi au moment où le ministère de l'Éducation se penche sur le système d'évaluation des élèves. Vous pourrez voir ou revoir cette édition sur 2m.ma ou via notre application My2M. Dans un instant que du sport, suivi d'Al-Massaïa, présenté par Hussein Ouzig. Juste après, Rachid Al-Alali fait son show. Et demain, dans Info Soir Week-end, nous recevrons la comédienne, ça vous a été dit, comédienne marocaine, Sarah Perles. Rendez-vous est donc pris demain, même heure, même endroit.